Et là, je passe la parole à Claire et à Franck, ici présents, qui vont aussi se présenter très rapidement, et comme ils le veulent en tout cas, avec l'idée, c'est que de présenter un concept qui pourrait effectivement être utile pour mieux y voir clair dans comment exercer nos responsabilités, nos engagements et comment on peut peut-être mieux travailler avec l'ensemble des équipes. Voilà, Claire et Franck. On a découvert, Claire et moi, dans d'autres activités, ce principe de source tel qu'il est expliqué à l'intérieur de ce petit livre rouge dont on va vous parler juste après. On avait envie de le partager avec vous parce que, à la fois dans une activité de conseil, on est sur un gros projet en ce moment en Pologne avec une banque, mais aussi dans notre vie au quotidien et dans nos activités personnelles. Et à la fin, je vous ferai un petit témoignage de ce que ça représente, ce concept de source, à l'intérieur de la boîte qui est la mienne. À la fois en tant que consultant et donc à la fois en tant qu'acteur, on a eu à essayer de voir comment ce concept de source pouvait s'appliquer et pouvait être utilisable et puissant. Moi, je trouve puissant en tout cas, dans des contextes variés, et même au-delà, j'allais dire, de ce que l'on a l'habitude d'évoquer ici, c'est-à-dire, on va simplifier, dire de l'entreprise libérée. Ça peut exister dans beaucoup de choses. Le bouquin parle même à un moment donné de l'application du concept de source dans un couple. Bon, ça, c'est pas la partie la plus pertinente à mon avis du bouquin, mais ça s'applique à plein de choses différentes. Donc, pour finir, Franck Tourtois, j'ai 51 ans, j'ai tout un parcours de consultant jusqu'à piloter des équipes de consultants et des entreprises de conseil. Aujourd'hui, ce qui me motive pour être avec vous ce soir et me motive en général tout court dans mes activités, c'est de pouvoir travailler à ce que le travail rémunéré ou le travail associatif et volontaire soit un moyen d'épanouissement pour les personnes qui le pratiquent. Il y a beaucoup de boulot à faire parce que c'est rarement vu comme ça par les gens avec lesquels nous partageons la société. Or, pour moi, il y a énormément de façons de faire en sorte que les individus s'épanouissent grâce et par le travail. Donc, c'est ce à quoi je me consacre et je m'emploie. Et j'ai créé ma société pour le faire il y a 11 ans, qui s'appelle AC Mentoring. Voilà, donc on va passer assez rapidement en démarrant sur le bouquin, mais comme de toute façon, c'est Claire qui va démarrer, elle peut même faire un petit peu de présentation d'elle-même avant de démarrer. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Moi, j'ai rejoint Franck l'an dernier sur un gros projet justement de transformation d'une banque en Pologne. Et ça m'a amené petit à petit, déjà moi, à bien ramer dans ce projet-là. Donc, à devoir aller chercher des ressources pour mieux comprendre comment ça fonctionne et mieux trouver comment gérer. Et puis, petit à petit, à affiner mes recherches pour mieux accompagner les personnes que j'accompagne. Et je trouve que le travail sur la source est intéressant parce que ça fait partie pour moi un peu des piliers fondateurs. Ça veut dire que ça, si c'est bien aligné, le reste peut être fluide. Et à l'inverse, tant que ça, c'est pas clarifié, le reste risque d'être un peu chancelant ou instable. Et donc, ça fait partie des sujets sur lesquels je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite aller plus rapidement sur d'autres points. Voilà. Allez, go, on change de slide. Oui, mais c'est pas moi qui fais les slides. Non, c'est Emmanuel parce qu'on a. J'ai appuyé sur une touche et ça n'a pas passé, mais c'est bon. Est-ce que tu peux juste revenir 2 secondes sur l'encadré qu'on avait fait sur le principe? Voilà, c'est ça. Juste, ce qui était intéressant pour compléter ce que vient de dire Claire, c'est que nous nous sommes aperçus avec le temps que ce concept-là, lorsqu'il était appliqué, compris, avait un bénéfice immédiat induit, qui était que on voyait moins de leaders se poser des questions sur ce qu'ils devaient faire, mieux comprendre aussi comment ils devaient le dire, comment ils devaient se positionner par rapport aux autres et comment ils pouvaient le dire par rapport aux autres, et que ça a fluidifié pas mal, à certains endroits, les positionnements et les échanges entre
un chef de projet et son équipe, un responsable et son département, un DG et son entreprise, etc. Et c'est vraiment, vous partagez ça. Vous évitez d'avoir à lire le livre hein, si vous n'avez pas envie de le lire, ou au contraire, vous donnez envie de le lire parce qu'on a fait un bon teasing, qui était l'objectif de ce soir. À toi, Claire. Alors, voici la couverture du livre. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle une source? Pour donner une définition rapide, il y a quelques éléments clés. Donc, une source, c'est une personne qui non seulement va avoir reçu une idée, mais surtout va se l'être appropriée et va avoir eu l'énergie pour la mettre en œuvre en prenant des initiatives. Donc, la source, ce n'est pas forcément la personne qui a eu l'idée, c'est la personne qui va prendre le premier risque et commencer à mettre le projet dans la matière. Ça, c'est un détail qui est important. Et aussi avec cette idée que la source n'est pas propriétaire du concept, mais que c'est quelque chose qui l'a traversée, qui est venu à elle. Et donc, elle en est dépositaire, elle en est gardienne. Donc, ça enlève cette notion de propriété. Et c'est vraiment le « OK, c'est venu à moi, j'ai mis de l'énergie, je l'ai matérialisé. Donc, avec ça, j'ouvre un concept. » Il va y avoir 3 phases qui sont les 3 grandes parties du livre, qui sont accueillir, donc comment j'accueille la source, ensuite la partager, comment j'embarque d'autres personnes avec moi pour monter le projet, et ensuite la transmettre, comment le moment venu, je passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Alors, juste avant de passer sur les explications, la source, c'est quelque chose. Alors, le concept de source, c'est un concept qui a été, comment est-ce que je vais dire ça, travaillé, pensé, défini, principalement par un économiste qui est anglais, je crois, qui s'appelle Peter Koenig. Le bouquin qui est l'un. Alors, il y a plusieurs écrits sur le concept de source, mais ce petit livre rouge-là a le mérite d'avoir été pondu par un consultant suisse qui a beaucoup parlé et travaillé avec Peter Koenig et qui est donc quelqu'un qui emploie ce concept-là comme étant le cœur de la plupart de ses interventions. Donc, l'avantage, c'est que ce n'est pas des propos d'économistes, parce que Koenig, je crois qu'il est économiste à la base, c'est des propos de consultants. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas les consultants, mais de personnes qui aident des entreprises à fonctionner mieux grâce au concept de source. Et donc, la raison pour laquelle on vous parle de ce petit livre rouge et pas du bouquin de Koenig sur la source, c'est parce qu'il est beaucoup plus pratique. Il donne une façon assez finalement simple de voir ce que ça peut apporter et comment ça marche. Voilà. Donc, la source, elle va se décliner en 3 rôles différents qui peuvent soit être incarnés par la même personne, soit être incarnés par plusieurs personnes. Le premier rôle, c'est l'entrepreneur. C'est la personne qui va prendre des risques et qui va mettre en mouvement. Donc, c'est globalement le côté de toujours vouloir faire avancer les choses, faire évoluer et justement être capable d'aller dans de l'inconnu et de prendre un risque. La deuxième facette, c'est le guide. C'est la personne qui va clarifier les prochains pas et qui va permettre d'inscrire le projet dans de la pérennité. La particularité de ce rôle, c'est qu'en général, la personne guide est souvent dans le doute. Soit parce qu'il y a trop de choix et qu'elle ne sait pas par où aller, soit parce qu'il y a un gros flou, un gros trou noir de ne pas savoir quoi faire ensuite. Et donc, pour ça, il y a plusieurs manières de clarifier. La première, c'est d'écouter son intuition. Donc, c'est pratique parce que ça va très vite et ça se fait tout seul. C'est moins pratique parce que l'intuition, ce n'est pas quelque chose qu'on commande. On ne se lève pas un matin en disant « ce matin, je vais avoir une super idée ». Donc, parfois, c'est là, parfois, ce n'est pas là. La deuxième possibilité, c'est la réflexion. Et ça va passer notamment par le fait de prendre des rendez-vous avec soi et de prendre des moments pour essayer de réfléchir de manière un peu plus rationnelle aux options qui peuvent exister et à celles qui semblent être la meilleure. Et la troisième possibilité, c'est le dialogue. Ça va être de mutualiser cette démarche avec d'autres personnes. L'avantage étant que c'est quelque chose qui peut se faire n'importe quand. L'inconvénient étant que ça se fait à plusieurs, donc ça peut prendre plus de temps et ça nécessite de négocier un peu, de faire de la médiation pour justement pouvoir inclure les différents points de vue tout en restant au service de la source. Et une fois que les pas ont été clarifiés, il s'agit aussi de les communiquer. Et les communiquer, ça permet de transmettre cet élan, cette énergie qui est à l'intérieur d'une personne auprès d'autres et donc de les mettre aussi en mouvement. Et le troisième rôle de la source,
qui est particulièrement stratégique, c'est le gardien. La source, c'est la personne qui va porter l'ADN du projet, avec à la fois la vision, donc quelle est la vue d'ensemble du projet, quelles sont les grandes étapes à accomplir, mais aussi les valeurs. Et les valeurs, ça va être un peu comment les choses se passent à l'intérieur de l'entreprise, quels sont les comportements qui sont OK ou pas OK au quotidien. Et ça va inspirer les actions des personnes dans l'entreprise. Et ça permet notamment d'avoir plus d'autonomie. C'est-à-dire que si j'incarne bien mes valeurs et qu'elles sont bien transmises, ensuite, ça favorise la créativité des personnes parce qu'elles savent quelle couleur prendre, entre guillemets, et donc elles peuvent plus facilement passer à l'action. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Franck? Yes, toujours. Ce que je trouve assez intéressant par rapport au concept de source, c'est que expliqué comme ça, avec ces 3 rôles ou ces 3 facettes, on voit bien que, premièrement, ça peut assez bien se marier avec à la fois un comportement managérial où le leadership serait partagé, mais aussi avec un comportement managérial où le leadership serait relativement vertical. Donc déjà, quelque chose qui est assez universel. Moi, ça m'a interpellé. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose un peu couteau suisse comme ça qui peut marcher à différents moments? Donc c'était la première chose intéressante. La deuxième, c'est que quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'entreprendre, c'est prendre des risques. Ça veut donc dire essayer, ça veut donc dire aussi se planter. Et on trouve normal que ce soit possible de le faire, donc c'est relativement capacitant, ça dédouane, ça permet de ne pas avoir peur. D'un autre côté, on parle du guide, le guide c'est quelqu'un qui doute. Et ça, moi, je trouve ça magnifique, parce que le guide, ce soit quelqu'un qui doute, à la base, si je le dis comme ça, cette phrase-là, elle peut paraître antinomique, et en revanche, c'est la réalité de quasiment tous les leaders que l'on rencontre. Et accepter le fait de douter, et donc de trouver les moyens de contrecarrer ce doute en travaillant sur les options que l'on a, sur les idées que l'on pourrait mettre en œuvre, etc., qui est bien expliqué, déployé dans le bouquin. C'est quelque chose qui, là encore, je trouve, est assez capacitant. Parce que je ne sais pas pour vous, mais il y a un paquet de fois où je me suis trouvé dans des fonctions de management où je n'osais pas penser que, 1, je pouvais faire des erreurs en essayant parce que j'avais le droit de prendre des risques, et 2, que j'avais le droit de douter, et que pour douter, un des outils, c'était de parler avec les gens. Et puis, le dernier point, le gardien, il a là aussi quelque chose de capacitant, mais cette fois-ci pour les autres. Ça part du principe que si on a bien expliqué le pourquoi, la vision, et qu'on a bien expliqué les règles du jeu, un certain morceau du comment avec les valeurs, bah, à partir de ça, tout le monde peut jouer complètement. Et cette réunion de ces 3 choses, je regrette, moi, personnellement, qu'on n'en ait pas parlé il y a 20 ans. Ça m'aurait évité de faire plein de bêtises. Et surtout, ça m'aurait évité de me poser tant de problèmes personnellement en tant que personne dans une position de leader. Je te rends la main. On peut réagir et vous poser des questions. Il y a très peu de slides, donc ce qui est peut-être le mieux, c'est qu'on les derrière vous. Ça marche. On a mis un gros moment, ouais. Ok. Ouais, surtout qu'en plus, il est possible qu'il y ait des réponses qui viennent dans les slides. Oui, c'est ça, mais ça aurait été avec. S'il y a les réponses après, vous répondez après. Mais ok, allez-y, je passe. Vous pouvez les écrire dans le chat aussi, si vous avez peur de les oublier. Et donc, par rapport à ce que disait Franck, effectivement, dit comme au-dessus, c'est facile de voir les 3 rôles. Dans la réalité, il y a plusieurs freins qui peuvent se mettre en place et plusieurs pièges dans lesquels les dirigeants peuvent tomber. Et le livre en nomme 3. Le premier, c'est l'ignorant, c'est celui dont souffrent la plupart des sources, c'est de ne pas avoir conscience d'être source. Et donc de ne pas prendre les 3 rôles qui lui sont attribués. Et le problème, c'est que du coup, ça laisse un champ libre et quelque chose d'un peu vide. Le deuxième, c'est le despote. C'est la personne qui va confondre son ego et son projet. Et qui donc va considérer que le projet est là pour servir son agenda et non l'inverse. Et elle va avoir tendance à dicter aux autres leur comportement ou les tâches à faire plutôt que de les inspirer et de leur donner de l'autonomie. On a une variante du despote qui s'appelle l'usurpateur de source. Ça va être dans les cas où la personne qui est source n'endosse pas son rôle, une personne
qui, de manière inconsciente et parfois même pour soutenir le projet, va prendre la place de la source. Sauf que comme ça ne marche pas comme ça va générer des tensions. Et le troisième profil, c'est la source molle. C'est la personne qui ne se rend pas vraiment compte de ce que ça implique d'être source et du travail qu'il y a à fournir et qui ne prend pas vraiment ses responsabilités ou qui n'y met pas le niveau de joie et d'enthousiasme dont il y a besoin pour pouvoir motiver les équipes. Et donc, il y a un petit graphique en dessous qui se fait par rapport au niveau d'implication. Donc, le mou, c'est quelqu'un qui va mettre peu d'implication dans la source. Le despote, c'est à l'inverse la personne qui va mettre trop d'implication et pas laisser d'espace aux autres. Et l'ignorance, c'est carrément la personne qui ne sait pas vraiment quel niveau d'implication mettre parce qu'elle n'a pas vraiment conscience qu'elle est là. Deux témoignages. Le premier sur l'usurpateur de source, avec certains de mes collègues, mais je ne vais pas dire où, parce que sinon, ça risque d'être trop révélateur pour ceux qui nous connaissent. Avec certains de mes collègues, on travaille sur un projet où la source chez le client, alors elle n'est probablement pas ignorante du fait qu'elle est la source, mais elle n'ose pas jouer son rôle de source. Et directement proche de cette personne-là, il y a un chef de projet qui veut absolument que le projet marche, qui y consacre tout son temps, qui ménage vraiment pas sa peine, et qui quelque part donc usurpe la source. Donc le problème, c'est qu'il fait avancer certaines choses, certes, mais comme il n'est pas le garant de la vision, il ne sait pas l'expliquer, qu'il n'a pas une incarnation complète des valeurs, il manque de la panoplie pour effectuer les rôles nécessaires de gardien et de guide surtout, et donc il se retrouve obligé pour compenser à être encore plus despotique et régulièrement fait capoter le projet. Alors, heureusement, il y a toute une équipe de consultants ultra smart et très vigilants qui l'aident par rapport à ça, mais là on a un exemple avec donc une source qui est plutôt dans la logique du mou, avec un niveau d'implication pas assez important, et qui laisse donc la place à quelqu'un qui est très impliqué de usurper la source. Et l'usurpation de source, elle ne fonctionne pas, comme le disait Claire. Ça, c'est la première chose que je voulais ajouter sur ce slide. La deuxième chose que je voulais ajouter sur ce slide, c'est que une des difficultés de penser le job de leader avec la source, c'est qu'on n'est pas unique dans le temps. Et qu'à certains moments, on est le propre mou, le propre despote, le propre ignorant. Le fait de le savoir permet d'essayer de réguler, à condition d'avoir une attitude qui permet de se poser des questions régulièrement. Est-ce que je suis bien dans mon rôle de source? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je suis trop mou ou est-ce que je suis trop despotique? Etc. C'est parce que rien n'est univalent sur la durée. Et c'est une des difficultés à réfléchir en tant que source quand on est leader, c'est de se demander, est-ce que là, je n'ai pas été mou ou là, est-ce que je n'ai pas été despotique? En général, on n'est pas trop ignorant, mais là encore, les choses évoluent et il faut continuer à prendre des risques, etc. Et donc, c'est voir le rôle de source par rapport aussi au manque et aux failles, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de se remettre, lorsqu'on est dans le rôle de source, de se remettre sur le droit chemin, de se remettre sur les bons rails. Moi, ce qui me vient aussi en t'écoutant, c'est le fait qu'être source, il y a une forme de vulnérabilité. C'est quand même se mettre en avant, c'est quand même monter un projet où il y a plein de gens qui vont venir jouer dedans et qui vont venir nous mettre en face toutes nos failles, tous les dissonances qu'il peut y avoir dans nos valeurs, etc. Et qu'il y a une forme de lâcher prise. Et ce que je constate, parce que je commence à avoir un petit panel de sources autour de moi, c'est que celles qui vont justement oser aller dans cette vulnérabilité et vont quelque part embrasser la forme de pouvoir naturel qui émane d'être source, c'est celle avec laquelle il y aura le plus de douceur. Et à l'inverse, celles qui vont essayer de paraître ou de faire des efforts ou de performer, c'est là que potentiellement ça va générer des tensions dans les équipes. Voilà. Et donc après, on parlait de comment partager la source.
Donc, l'idée, c'est que quand une personne va monter un projet, elle va faire ce qu'on appelle ouvrir un champ. Donc, le champ, c'est l'espace dans lequel il y a les valeurs et la vision qu'incarne cette personne. Et c'est un peu comme une cellule. Ça veut dire que donc, l'espace en bleu dans le dessin, c'est la source globale. Donc, c'est la personne qui monte le projet qui va ensuite incuber d'autres sources à l'intérieur qui sont des sources spécifiques. La différence entre ces deux formes de sources étant que la source globale, elle a la responsabilité totale du projet, alors qu'une source spécifique, elle a une responsabilité relative. Elle est responsable sur son morceau. Et en même temps, il y a une dépendance mutuelle entre les deux et il y a l'importance de pouvoir donner un réel pouvoir et une réelle autonomie aux sources spécifiques pour qu'elles puissent grossir le projet. Ça veut dire qu'un chef qui ne souhaite pas donner, pour X ou Y raison, totale autonomie aux autres, va devenir goulot d'étranglement dans son projet. Donc l'idée, c'est d'être capable justement de définir le cadre avec la vision et les valeurs, permettant aux personnes à l'intérieur d'avoir leur autonomie. Et par rapport à ça, il a identifié deux principes qui sont le principe d'équivalence, à savoir que chaque personne de l'entreprise a la même valeur d'être et sur certains sujets de décision collective va avoir le même pouvoir d'influence que les autres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des prises de décision qui se font en cercle pour matérialiser le fait qu'à cet instant-là, tout le monde a le même pouvoir. Et aussi le principe de primauté. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'usurpateur de source, c'est-à-dire que la source globale a une place spécifique qu'on ne peut pas lui enlever. Et parce qu'elle est la garante des origines, de l'identité et du développement du projet. Et c'est quelque chose, il peut y avoir des personnes qui viennent tenter d'usurper, mais ça ne peut pas fonctionner, en fait, parce qu'il y a ce concept de liberté autour de la source. Et enfin, l'une des manières de pouvoir partager avec sérénité, c'est de poser les concepts de reconnaissance. Et là, on revient sur tout ce qui est culture du feedback. C'est quelque chose qui n'est pas forcément dans les habitudes si on ne prend pas le temps de s'y habituer. Mais en même temps, c'est un moment important parce que ça permet à chaque personne de trouver sa place. S'il n'y a pas de reconnaissance, ça va bloquer parce que la personne, par exemple, qui a une source spécifique, ne va pas se sentir vraiment légitime de faire ce qu'elle aurait à faire, donc ne va pas oser, etc. Et l'une des manières d'y remédier, c'est de donner des réels mandats aux personnes pour qu'elles aient l'autorité et le pouvoir de passer à l'action. Alors ça, c'est presque la partie qui me plaît le plus dans ce bouquin, parce que la modélisation d'une source avec les 3 rôles, etc., ça peut ressembler à des choses dites autrement que j'aurais pu lire ailleurs. Mais le fait de dire, pour que fonctionner en source marche, il faut partager, là, ça devient tout de suite quelque chose qui est plus rare. Et les principes d'équivalence, mais avec une primauté, et les principes de reconnaissance sont des moyens que je trouve très intéressants d'associer, enfin de ne pas oublier d'associer avec le concept de source. Normalement, ils sont en plein dedans, mais il ne faut pas oublier de les mettre en œuvre. C'est souvent là que ça bloque, quand nous, on l'explique en tant que consultant d'ailleurs. Hein. La plupart des gens en face de nous, intellectuellement, ils comprennent très, très bien ce que c'est que l'histoire du guide, ce que c'est que l'histoire du gardien, ce que c'est que l'histoire de l'entrepreneur. Accepter derrière qu'il y ait un principe d'équivalence, c'est-à-dire que dans leur équipe, tout le monde soit positionné comme étant capable de contribuer et d'influencer de la même façon. Ce n'est pas si simple que ça. Et mettre sur pied la notion de feedback, mais au sens reconnaissance et pas uniquement au sens dire aux gens ce qu'ils ont oublié de faire ou pas complètement bien fait, ou etc. etc. Ou même sous la base de, tu sais, la prochaine fois, ce serait mieux si tu le faisais ainsi, le prendre sous le principe de reconnaissance pure, de façon à ce que ça libère l'énergie, ça, c'est assez rare. Et pour ceux qui reconnaîtraient dans le schéma avec le bleu et l'orange quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit en sociocratie ou en holacratie, et la sociocratie, on a fait une DLE dessus il y a longtemps, moi, je trouve que cette partie-là, avec ce principe d'équivalence, avec ce principe de reconnaissance, c'est une façon de mettre un certain type d'humanité et de douceur dans quelque chose qui pourrait être perçu comme juste trop procédurier. Donc, je trouve que c'est très compatible avec pas mal de choses qui permettent de mettre en œuvre de la gouvernance partagée, de la gouvernance par la confiance, etc. Ce sont vraiment des choses qui permettent ça, travailler sur la source. Oui, par rapport à ça, moi, ayant été source spécifique sur plusieurs projets, je vois vraiment la différence entre une source globale qui me dit « Écoute, j'ai confiance en toi, tu trouveras la solution,
et qui va venir valoriser mon travail en me laissant vraiment de l'espace et du temps pour grandir, et une personne qui va être constamment sur mon dos pour contrôler ce que je fais et qui va faire qu'au bout d'un moment, je ne vais plus avoir envie de travailler. Alors que dans le premier cas, petit à petit, je vais monter en compétence, je vais oser prendre des risques, je suis en train de parler ce soir, etc. etc. Et on arrive à la troisième partie qui est la transmission. Donc là, c'est le moment pour passer le flambeau. Donc il y a deux types de transmission qui sont verticales avec les sous-sources, donc ce qu'on vient de voir, et qui sont horizontales avec là, c'est le fait de passer le projet à quelqu'un d'autre. Et Peter Koenig a identifié des règles pour que ça fonctionne. La première, c'est que ça ne peut se faire que d'individu à individu. Donc on ne peut pas transmettre la source à un organisme ou à un groupe. C'est vraiment quelque chose qui remet l'humain au centre. La deuxième, c'est que ça ne peut se transmettre et s'accepter que librement. Ça veut dire que si c'est mon conseil d'administration qui me force à lâcher le truc et que j'en ai pas du tout envie, en fait, la source ne passera pas. La troisième, c'est qu'il y a besoin de confiance. J'ai besoin de réellement faire confiance à la personne à qui je transmets la source pour que ça puisse se faire. Sinon, il y a une part de moi qui va rester accrochée au projet. Et la dernière, c'est la prise de risque réciproque. Ça veut dire que moi, en tant que source, quand je la transmets, je prends le risque que ça ne marche pas quelque part, et la personne qui l'accepte va prendre le risque de venir jouer dans ce qu'il a appelé la liberté dans la fidélité. Ça veut dire comment est-ce que je me réapproprie le projet tout en préservant son ADN. Donc comment est-ce que je viens amener ma couleur à moi, parce que je ne suis pas la même personne, donc je ne serai pas la même source, tout en préservant ce qui fait que le projet existe dans ses fondements, donc quelles sont les valeurs clés qui étaient incarnées et que moi je vais continuer de porter. Et donc, on en revient pour la verticale, on revient un peu sur les concepts de la source c'est important que la personne puisse avoir les responsabilités et le pouvoir décisionnel adapté, parce que si j'ai plein de responsabilités, mais que je n'ai pas le pouvoir de prendre des décisions, je suis coincée. De pouvoir avoir de la créativité et de la liberté avec une forme de passion. Et dans le livre, alors là, dans les fiches, c'est plus concis et plus neutre, mais il y a vraiment une dimension philosophique, voire spirituelle qui s'en dégage, de dire, en fait, dès lors qu'une source transmet à une autre personne, que ce soit une sous-source ou une source complète, il y a toute une partie d'inspiration qui arrive automatiquement. Donc, si je ne transmets pas correctement, la personne à qui je transmets n'aura pas accès à cette inspiration et à cette créativité. Et donc, c'est en ça que c'est important de cultiver la confiance, parce que si je ne fais pas confiance à la personne, je vais contrôler, et en contrôlant, je vais interférer avec sa capacité à avoir ses propres idées, à avoir sa créativité et à être connecté à sa manière au projet. Et quand je transmets tout le projet, notamment les deux choses que je vais transmettre, ça va être le champ, donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vision, les valeurs, donc la capacité d'incuber un peu toutes les autres personnes, et la capacité à fédérer par la passion. Et donc là, c'est ce réservoir d'énergie qui fait que tous les matins, je me lève en ayant envie de mettre de l'énergie dans ce projet, et que c'est ça qui me porte et qui fait que j'arrive à tenir le projet. Et d'ailleurs, il y a des vrais questionnements à partir du moment où la source n'a plus de joie. C'est un vrai problème, parce que normalement, avec toutes les responsabilités, toute la charge mentale et parfois plus qui vient avec la source, il y a aussi l'énergie pour pouvoir réaliser le projet. Et les deux viennent ensemble. Donc. Pas grand-chose à dire sur cette partie-là, parce que tu as tout dit. Je voulais juste rajouter le point qui est que la verticale, elle est quasiment toujours obligatoire. À moins que votre projet soit vraiment un projet dans le temps, avec un début, milieu, fin, et que vous ayez tout mesuré, et que tout se passe dès le départ avec tous les acteurs, lorsqu'on est sur du management plus courant, du leadership du quotidien, du leadership opérationnel et non pas projet, il y a des dimensionnements qui évoluent. À certains moments, on grandit, à d'autres moments, on diminue en taille, à certains moments, on a besoin de mettre plus d'énergie, moins d'énergie. Et la dimension verticale de sous-source, elle est toujours sollicitée. Le passage horizontal, c'est la transmission du flambeau, c'est plus rare, mais c'est ça que je trouvais très intéressant dans le bouquin, c'est que ce soit vraiment abordé. Et ça permet, lorsque c'est fait en respectant le concept de source et les principes de source, de ne pas autant rencontrer, alors je ne dis pas qu'on ne les rencontre pas enfin qu'on le balaye complètement, mais ça permet de moins rencontrer les problématiques de
comment survit-on à son leader dans une entreprise ou dans un département ou dans une direction? Ah, il y avait un super bon chef, il est parti, c'est moins bon, etc., etc. Alors, on en avait déjà parlé, ça, pour ceux d'entre vous qui étaient là au moment où on avait fait la fiche de lecture sur le bouquin de David Marquet, Renverser la vapeur, avec Jérôme, qui est quelque part dans l'Assemblée. Mais c'est intéressant, véritablement, de voir qu'il est possible de transmettre l'intégralité de quelque chose qui, à la base, peut paraître être très intime, venant d'une personne, étant l'initiative d'une personne, si on prend le soin de véritablement travailler à la fois sur le champ et sur l'aptitude. Et très honnêtement, on connaît tous beaucoup d'exemples de boîtes, de départements à l'intérieur d'une entreprise, d'équipes qui n'ont jamais survécu à un changement de leader. Probablement parce que le leader, à un moment, n'a pas réussi à rester source quand elle a transmis ce qu'elle devait transmettre. Et moi, je le vois avec un très bon ami à moi qui a récupéré une entreprise dans laquelle il est depuis 10 ans et où le fondateur a plus ou moins disparu, entre guillemets. Mais pour moi, il n'a pas réellement transmis la source. Et donc, il y a cette personne-là qui a quand même beaucoup de charisme et met beaucoup d'énergie dans le projet, qui est forcément un petit peu limitée parce qu'il y a toujours cette espèce de fantôme présent dans un coin qui n'a pas officiellement passé. Et d'ailleurs, ce qu'ils expliquent dans le livre, c'est que le moment du passage de flambeau, c'est un moment dont les personnes se souviennent. Il se passe quelque chose. Alors, ça peut être fait de manière formelle, ça peut être fait de manière symbolique, ça peut être une discussion les yeux dans un bureau, tout comme ça peut être un cérémonial avec toute l'entreprise, peu importe. Mais en fait, c'est un moment marquant parce que c'est vraiment un moment où il y a transmission avec tout ce que ça implique. Et maintenant, c'est à toi, Franck. Ouais, je voulais juste vous dire comment ce bouquin avait sauvé ma vie. Je dis ça en plaisantant, évidemment, mais je suis désolé, là, mon chat. J'ai découvert ce bouquin finalement assez tardivement, alors que ça faisait déjà 8-9 ans que je pilotais ma boîte et que dans ma boîte, des personnes m'avaient rejointe auxquelles je voulais de plus en plus donner d'autonomie, de pouvoir, de responsabilité, pour une raison très très simple. AC Mentoring, c'est une boîte qui existe en France et en Pologne, et maintenant en Suisse, et moi j'habite en Pologne. Donc je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne peux pas être partout. La plus grosse activité pendant très longtemps a été en France, alors que moi je suis en Pologne. Et pendant longtemps, je l'ai vécu comme quelque chose de compliqué, parce qu'il fallait que je me découpe. Il fallait que je sois présent, etc., etc. Et puis, le Covid est arrivé. Et le Covid étant arrivé, il m'a complètement coupé les ailes, m'a rendu fou furieux. Je ne pouvais plus me rendre en France. J'étais assigné à résidence en Pologne. C'est arrivé plus tôt qu'en France, en Pologne. On a une semaine d'avance. C'était merveilleux. Je l'ai extrêmement mal vécu. Et heureusement, j'ai trouvé ce bouquin-là. Alors, avant de trouver le bouquin, j'ai trouvé des vidéos et puis j'ai trouvé des morceaux du bouquin, mais qui m'a aidé à foutre la paix aux gens qui étaient en France, parce que je pouvais leur laisser tout ce qu'il fallait pour qu'ils fassent le travail, leur donner la responsabilité d'être des sous-sources, etc., etc. Et ça a vraiment permis que je n'explose pas, alors que je ne pouvais plus faire l'aller-retour entre deux pays, qui était mon mode d'avant, même si les équipes avaient, je pense, l'autonomie, etc. Moi, je me sentais complètement obligé de faire les allers-retours, et puis les gens de l'équipe me demandaient de les faire aussi. Et en acceptant de lâcher prise, parce que j'ai pu intégrer un certain nombre des choses qu'il y avait dans ce bouquin, ça m'a rendu une vraie liberté à moi, la liberté de me consacrer à ce qui était important par rapport à mon idée de départ. Et de savoir que ce que je devais faire, c'était 3 choses, et que si je faisais ces 3 choses-là, alors à la limite, je pouvais ne rien faire d'autre. Ça avancerait. Moi, je l'ai découvert comme quelque chose de très naturel. À partir du moment où j'ai pu lire de quoi il s'agissait et comprendre de quoi il s'agissait, ça m'est devenu une évidence au moment de l'appliquer à l'intérieur de mon organisation. Et ça m'a retiré énormément de pression. Et je pense que ceux qui étaient là à cette époque-là, et donc par exemple Cyril qui est ici, ou Marie qui se mange les doigts, ont vu pourrait à peu près positionner le avant-après
en termes de comment je me comportais et comment je me suis mis à me comporter. Je trouve, comme je le disais tout à l'heure, très libérant, mais très, très, très puissant, le fait en tant que source, de ne rien avoir à prouver, mais tout à permettre. Et je l'applique dans tous mes rôles sources, que ce soit source à l'intérieur d'AC Mentoring en tant que source globale, mais aussi comme source spécifique dans des projets dans lesquels je suis, permettre, expliquer, une fois que la vision est expliquée et que les valeurs sont claires, dire vas-y. Et tu n'as rien à prouver ni à moi ni à personne, mais tu as à faire ce que tu as dit que tu voulais faire, etc. C'est beaucoup plus facile avec ce concept de source qu'avec les bouquins de servant leadership que je m'étais tapé les 10 années précédentes, etc. Et franchement, ça m'a permis de vivre une jouvence il y a 2 ans. Et je n'ai pas de question d'énergie en me levant le matin, justement parce que je me focalise sur les choses qui me semblent être importantes par rapport à ce que ce concept de source m'a montré. Alors, on a un dernier slide pour les questions et on a décidé d'en poser au cas où vous n'en auriez pas. Mais peut-être que si vous en avez, on va d'abord écouter vos questions à vous. Du coup, moi, je veux bien. Ben oui, vas-y, Magali. Oui. Bonsoir. Excusez-moi, du coup, j'ai raté le début. Je suis arrivée en retard, mais j'ai quand même suivi. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de choses quand on parle de clarification, de confiance, d'autonomie, etc. Qu'on parle surtout on parle de délégation pour moi. Une délégation réussie. Je ne parle pas de délégation comme parfois on vit ou on l'observe dans les entreprises, mais pour moi, le principe de la délégation, c'est justement de donner le cadre, donner l'état d'esprit, donner les objectifs, la vision, pour que la personne sache déjà où est-ce qu'on veut arriver et dans quelle philosophie, j'allais dire. Et puis après, j'allais dire, il y a une forme de lâcher prise, quoi, qui fait que de toute façon, on ne fera pas à la place d'eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, après 20 ans, même si j'ai gagné des rides, j'ai quand même gagné aussi un peu d'expérience. Et je me dis qu'il y a des gens qui font bien mieux des choses que moi. Et tant mieux, en plus, ils prennent plus de plaisir que moi sur certaines choses. Donc au contraire, je les laisse. Et tu vois, hier, ça me fait penser, hier, je discutais avec un gars qui me disait qu'il bosse dans un SDIS. Il est chef d'une caserne. Et il me dit, tous les matins, il passe 2 heures à regarder tout le courrier qui arrive, etc., etc. Et je lui dis, tu sais quoi, moi, ça fait 20 ans, je ne regarde jamais le courrier. Et pourtant, j'étais DRH, DG aujourd'hui, je n'ai jamais regardé le courrier. Parce que, tu vois, c'est un exemple, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Déjà, je ne prends pas plaisir à le faire. Donc, et je pense qu'il y a des gens qui savent mieux classer, mieux gérer ça que moi, qui seront plus rigoureux, etc. Par contre, je leur donne un cadre en disant, en gros, tout ce que vous pensez important de porter à ma connaissance, si jamais vous n'avez pas réussi à le traiter dans votre champ de délégation, vous m'en reparlerez sur un point hebdo. Et finalement, je m'aperçois qu'il y a très, très peu de courriers qui me sont remontés. Parce que finalement, allez, on va dire 95% des sujets qui arrivent, c'est des sujets qui font partie du courant de l'organisation. Donc, en ayant mis un certain nombre de process, de process et en ayant développé les compétences des gens sous ma responsabilité, je m'aperçois que finalement, moi, je me concentre que sur les 5% qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et ça m'occupe déjà bien assez. Hein. Voilà, c'était un exemple, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure. Moi, à moins qu'on veuille répondre, moi j'ai une réaction aussi. Pour l'instant, moi, ça me fait penser un peu à la Sainte Trinité. Je trouve ça presque aussi compliqué que la Sainte Trinité. C'est-à-dire que, et j'arrive pas à comprendre trop si dans la même personne, il y a celui qui donne l'idée, celui qui guide, celui qui fixe le cadre. J'arrive pas à comprendre trop si au contraire on peut le structurer pour le passer à des personnes différentes.
je n'arrive pas forcément à comprendre trop aussi, comme il y a une évolution de l'idée, finalement la source n'est plus la source, puisque l'évolution de l'idée, elle se fait indépendamment peut-être de la personne, et peut-être qu'il va falloir passer de l'un à l'autre. Voilà, c'est tous ces éléments sur lesquels j'aurais besoin d'écho et de réactions et d'explications supplémentaires. Je trouve ça pour l'instant un peu conceptuel, intéressant. Ouais. Effectivement, il faut forcément un guide, il faut forcément un cadre, il faut forcément une idée, il faut faire partager l'idée. Si on fait partager l'idée en donnant l'envie, ça passera beaucoup plus facilement. Si en donnant l'envie, les gens savent bien vers où on va, et s'ils ont l'autonomie de faire, ils vont trouver des solutions et ils vont rebondir en sérendipité sur ce qui se passe pour pouvoir trouver des tas de solutions. Mais je n'arrive pas à comprendre bien comment ça se passe plus haut et à la base. Voilà, j'ai besoin de précision. Claire, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? En fait, moi, ce qui me vient, répondra aussi. Le chat va répondre. Mais ce qui me vient, c'est que là, en fait, c'est une approche très, très intellectuelle du livre. Et ce que je trouve intéressant en lisant le livre, c'est qu'il amène l'approche plus qui te dépasse. Et par exemple, il n'y a pas cette idée de l'idée va évoluer toute seule et du coup, quelqu'un d'autre va prendre la main. En fait, c'est toi qui es garant de l'idée. Donc, si l'idée, elle évolue, c'est en te parlant à toi, mais il n'y a pas… Ça me gêne que c'est quelque chose qui peut se vivre. Le possesseur de l'idée qui fasse forcément évoluer l'idée. Ce qu'il y a de bien, c'est que je ne comprends pas plus la question que la réponse. Oui, d'accord. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'arrivais un peu en retard, j'étais en direct avec des Suisses. Je sais de quel Suisse il s'agit. Ce que j'ai cru comprendre, j'ai essayé de reformuler pour voir si j'ai bien compris. Ce que j'ai cru comprendre, moi, en tout cas, j'ai mis derrière l'idée de la source globale le leader de l'entreprise, la personne qui va avoir cette gouvernance globale, cette vision. Après, s'il y a des prises d'initiative, au contraire, il faut les encourager. Et si jamais ça remet en cause, si jamais ces initiatives ou ces envies remettaient en cause, entre guillemets, l'ADN du projet, forcément, ça remonte au leader de l'entreprise pour vérifier si oui ou non on adapte la vision, est-ce qu'on la fait évoluer ou pas. C'est plutôt un bon résumé. Je vais essayer de vous donner… Je voudrais partager 3 choses avec vous parce que vous avez parlé de plein de choses différentes. Alors, c'est compliqué, mais je voudrais partager 3 choses avec vous. La première, évidemment, que c'est le principe de délégation est à l'intérieur de ce qu'on a expliqué sur la source et de ce qui est conçu dans la source. En revanche, la délégation toute seule, ça peut se faire de 50 000 façons. Délégation, jusqu'à tel montant, tu as le droit de signer, après, tu n'as pas le droit de signer. Aucun rapport avec la source qui va dire tout le monde peut signer. Ce qu'on peut pas signer, éventuellement, on va en parler, mais pas qui peut signer, etc. Donc ça, c'est déjà un premier point. Parce que la délégation, quand elle est conçue comme la confiance n'exclut pas le contrôle, que je retrouve une phrase sur 2 de la délégation, qui est une phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle » est quelque chose que je peux… Bon, on va pas en parler. Allez, on va dire que pour moi, ça me paraît très, très bête. Et ce n'est pas juste parce que c'est Lénine qui a dit cette phrase-là en premier, mais ça n'a rien à voir avec la source, d'accord? La source, elle n'a justement pas cette logique-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont tu parles, Emmanuel, je le vois un peu plus comme… Ah oui, mais attends, la source et un leader, qu'est-ce que c'est la différence? Et tu sais, Emmanuel, à quel point je ne suis pas du tout à l'aise avec le concept de leader, alors que je suis vachement à l'aise avec le concept de source. Donc, c'est qu'il y a une différence. Pour essayer de te l'illustrer, je vais te donner un exemple. Lorsque j'ai commencé à intégrer des gens dans mon entreprise, après 2-3 années de pratique, j'ai ressenti le besoin d'expliquer pourquoi j'avais créé l'entreprise. Et donc, j'ai commencé à expliquer aux gens, moi, l'entreprise que l'a créée, que vous rejoignez, ou le collectif maintenant, ça sert à aider les gens à aligner ce qu'ils font avec qui ils sont. Juste dit ça. Et au centre de mon écran, là, c'est pour rien, au centre de mon écran, il y a un monsieur avec un pull bordeaux qui s'appelle Cyril, qui m'a rejoint il y a 6 ans et qui, au bout de 3 mois, commence à me dire « Tu sais quoi, ce serait vachement chouette qu'on fasse des trucs, ouais, la carrière, le leadership, c'est pas mal, mais alors si on faisait du management et de la gouvernance, parce que tu comprends, on pourrait aider, etc. » Et à aucun moment, ça remet en cause mon rôle de source, même si ce n'est plus mon idée de départ, parce qu'il a compris mon idée, il a compris la vision, et il vient rajouter des choses. En rajoutant des choses
que je n'ai pas pensé au départ, forcément, si on doit les mettre en œuvre, il faut que je lui donne le rôle de source de ces choses-là. Donc, il va être l'orange à l'intérieur de la cellule bleue là, que vous avez vu tout à l'heure, et il va faire évoluer l'idée jusqu'à un certain moment. Est-ce que vous dites, attends, 2 secondes, quelle formation il faut que j'aille faire pour arriver à te suivre là maintenant, parce que j'ai du mal à comprendre. Il me dit, va faire cette formation-là, et je reviens, je comprends mieux, je suis très content, mais tout a évolué, et c'est très bien. Ce n'est pas une question de l'idée doit à chaque fois germer dans la tête de la source. Il y a une idée de départ que la source doit être capable d'expliquer suffisamment bien, à la fois en termes de vision, de passion et de règles du jeu, ce qui est appelé dans le bouquin les valeurs, mais que moi je me sens plus à l'aise avec dire règles du jeu, pour qu'à l'intérieur de ça, ça fasse, espérons-le, éclore plein d'idées et qu'il y ait plein de bulles qui remontent à la surface. Et la seule chose qui peut éventuellement arriver, c'est l'échange, le partage, qui fait que on dise, oui, ça va dans le même sens, prends-le. Il y a, à travers le rôle de source, effectivement, cette notion de primauté. Si quelque part, à l'intérieur de mon collectif, une nouvelle idée germe et que je dise elle est totalement antinomique avec ce pourquoi on est créé, là on va avoir débat, on va avoir un moment de stop de l'initiative pour être sûr qu'il ne faut pas qu'elle se fasse ailleurs qu'à l'endroit où on est. Ça oui. Mais en revanche, c'est juste par rapport au rôle de gardien. Ce qui est intéressant dans la notion de source, c'est qu'elle demande à celui qui est la source de sans cesse entreprendre et donc de prendre des risques. Mais ça peut être aussi de s'entourer de personnes qui eux-mêmes ont envie d'entreprendre et donc vont avoir des idées qui permettent de prendre des risques. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué, qui est dans le bouquin, qui est super intéressant, qui est que quand vous êtes sous source quelque part, en général, c'est un apprentissage avant de devenir vous-même source de quelque chose d'autre ailleurs. Bon, mais c'est juste ça. Voilà, j'ai essayé de répondre à vos points. Alors, en revanche, toute la notion de cadre, on l'a mis dans une des questions avec des instances et du travail, elle n'est pas prise en compte véritablement dans le bouquin. C'est pour ça que je dis que le cadre est compatible avec d'autres façons de fonctionner, qui peuvent être certaines même très dictatoriales, à la limite, enfin assez dictatoriales, et d'autres qui sont au contraire très émancipantes. Ça peut venir se fixer sur différentes choses. Tu as vu marqué où cadre? Je te vois revenir en arrière. Le gardien qui pose le cadre, l'ADN du projet qui comprend. Alors, on est dans le cadre au sens pourquoi, l'idée de base, l'origine. Ce n'est pas le cadre au sens de comment on fait. Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est oui, le cadre. D'accord. C'est le cadre dans le sens, c'est ce que tu disais Franck, c'est le cadre dans le sens les règles du jeu. Oui, logique. C'est quoi les règles qu'on suit tous ensemble pour jouer au même jeu? Voilà. C'est bizarre. Alors, vous voyez, là, pour moi, excusez-moi, c'est bizarre que vous disiez règles du jeu. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la question du cadre et de l'ADN, là, tel que vous en parlez. Enfin, dans ce que je comprends. Ce que je comprends, là, dans le cadre, c'est en gros la philosophie et les objectifs qui sont poursuivis. Alors que quand moi, ce que j'entends en règles du jeu, pour moi, c'est très opérationnel, très process, très justement la partie cadre qui n'y est pas dans ce bouquin, si j'ai bien compris. Alors, ces règles du jeu, dans le sens, moi, je l'entends dans le sens les valeurs, et ils disent dans les valeurs, c'est les comportements concrets du quotidien. Donc, il y a quand même un côté, c'est un peu comme quand tu ouvres un Monopoly, tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a certaines règles qui s'appliquent à tout le monde. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, les valeurs, ça peut être un truc très abstrait, dire voilà, c'est la bienveillance, mais après, dans la culture, tu vois qu'il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Et c'est règles du jeu dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que tu dis aux gens quoi faire, ça veut dire qu'en revanche, il y a des codes, une culture qui se développe autour de valeurs qui sont incarnées par la personne. Code me va mieux que règle, mais bon, c'est pas grave, c'est sans doute parce que voilà, je n'ai pas la même vision que vous. Code, culture, règles du jeu, on va avoir tendance à l'employer pour la même chose. Oui, mais c'est là. J'aimerais bien réagir. Alors, je ne suis pas consultant comme vous, mais je n'ai pas cette expérience. En revanche, maintenant, dans mon rôle de start-upper, ce concept me parle et je trouve tout à fait intéressant. Alors, sur le slide, le premier slide,
ces trois rôles, ça me rappelle ce que j'ai appris à être les trois rôles du manager. Quand j'avais organisé un salon RH, j'avais une consultante qui nous avait parlé des trois rôles du manager, et je trouve qu'il y a quelque chose qui se rapproche. Et les trois rôles, c'était le premier, c'est le rôle de pilote. Alors, c'est un peu l'entrepreneur, c'est aussi un pilote. Le deuxième, le rôle de l'accompagnateur, celui qui accompagne ses collaborateurs et qui leur permet de grandir et qui grandit avec. Et le troisième, c'est le leader inspirant. Alors là, c'est le gardien, et la vision du cadre, pour moi, c'est la raison d'être du projet, quoi. C'est beaucoup plus philosophique. À quoi ce projet correspond, qu'est-ce qu'on a envie qu'il apporte au monde, et je recadre tout le temps, régulièrement sur cet esprit-là, pour qu'on n'aille pas s'éloigner de cet esprit-là. Donc, je trouve ça très intéressant. Enfin, ces trois concepts, ça me parle beaucoup. Et justement, je fais le parallèle avec les trois rôles de manager. Et ce sont des rôles qui sont permanents. C'est-à-dire que c'est les situations qui vont faire que dans certaines situations, on va être entrepreneur, dans un autre guide et dans un troisième gardien. Et je voulais dire sur le guide, les clarifier, je pense que ce n'est pas ou l'écoute ou la réflexion ou le dialogue, c'est les trois toujours en même temps, quoi. Ensemble. C'est et pas ou dans ma vision. Voilà. Et puis une autre réflexion que j'avais envie deux autres réflexions, c'est pour moi, il y a un concept on n'a pas utilisé le mot de coopération, et pourtant le mot de coopération, pour moi, il est vraiment très important. On coopère, il y a une notion d'ailleurs que vous avez repris quand vous parliez sur la deuxième ou la troisième slide d'équivalent. J'ai plus tout à fait le terme, mais voilà, chaque homme a une voix, il n'y a pas une voix prépondérante par rapport aux autres. On est dans un cadre d'intelligence collective où chacun apporte au projet et on synthétise ensemble. Et puis la dernière chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est sur la notion de transmission. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Tu as présenté les choses en disant il faut faire attention dans la manière dont on transmet, le transmetteur va pouvoir reprendre la place ou non. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense que la transmission, c'est comme l'accompagnement, ça ne marche que quand c'est réciproque. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que la personne qui transmet le fasse bien et lâche tout, mais il faut aussi que la personne qui reçoit soit capable de recevoir et soit capable d'accueillir. Donc, c'est un savant mélange un peu magique des deux qui fait que ça marche ou pas. Et si jamais la personne à qui on transmet ne peut pas prendre, c'est peut-être parce que ce n'est pas la bonne personne. Voilà. Alors, cela dit, je ne nie pas les problèmes d'ego et les difficultés. Ça, je l'ai vécu dans un certain cadre où j'ai repris la présidence d'une association à une personne qui ne voulait pas transmettre et qui ne voulait pas perdre son rôle, et ça a été une catastrophe. Donc, mais c'était un problème d'ego et pas un problème de transmission. Voilà ce que j'avais envie d'apporter au groupe. Y a-t-il d'autres réactions? Oui. Francis. Ah, non, Francis. Qui a pris la parole? Oui, c'est moi, Jérôme. D'accord, Jérôme. La main, si tu veux. Pardon. Pas moi. Non, déjà, merci Franck et merci Claire, parce que j'ai commandé le livre pendant que vous en parliez. Moi, ce que ça m'évoque, c'est… déjà, par rapport à la question que tu posais, Emmanuel, c'est vrai que ce sont des facettes d'une source. Donc, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas un guide, un gardien et je ne sais plus ce que j'ai noté, et un entrepreneur. C'est les différentes facettes et ce que j'ai pas mal entendu ou ressenti quand vous parliez de cette source globale, c'est qu'il faut être passionné, être habité par son projet. Alors, pas tellement habité qu'on en est l'unique habitant, c'est-à-dire qu'on est un peu comme dans une auberge de jeunesse, et je suis là, mais venez passer par ici et puis aménager un petit peu comme vous avez envie, tant que vous respectez les 4 murs et le toit, finalement. Et j'ai l'impression que ça requiert beaucoup de qualité d'être. On n'entend plus. On n'entend plus. Il n'y a pas que moi? Non, on n'entend plus. C'est Jérôme qui est… Moi, c'était un peu ma question d'une autre manière. C'était est-ce qu'on ne peut pas séparer les trois rôles, justement, en trois personnes? Il y a le premier, puis il y a le gardien, et puis voilà. C'était un peu ma question tout à l'heure. Et pour compléter, est-ce qu'on ne peut pas le séparer au moment de la transmission? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas au début transmettre tout ce rôle-là, puis peut-être même à terme sur la même personne, mais progressivement en tout cas?
En fait, encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est de se rappeler la dimension de risque. Donc, ça veut dire si je répartis les trois parce que j'ai peur de prendre un trop grand risque, je prends aussi du coup le risque de morceler mon projet et qu'il perde de sa puissance parce que je vais couper l'énergie en 3 personnes, parce que je vais diviser quelque part. Et donc, ça pose la question de pourquoi ce besoin. Il y a des moments où ça peut faire complètement sens parce qu'il y a une personne, par exemple, qui va incarner les valeurs de manière incroyable, mais qui va pas du tout savoir définir les pas et structurer et les communiquer. Et donc, c'est mieux d'avoir 2 personnes. D'ailleurs, on voit souvent dans les startups à Google ou autres, il y a Microsoft, il y a 2 personnes qui travaillent ensemble et qui forment un binôme. Donc, ça peut exister, permettre de compléter, etc. Mais voilà, ça pose la question de quel est le risque que je prends. Et en général, la récompense vient à hauteur du risque qui est pris. De ce point de vue-là, il y a quelque chose qui me semble très, très intéressant dans le fait que le rôle d'entrepreneur et celui de guide soient tenus par la même personne. C'est la dynamique presque dialectique qu'il y a entre risquer et douter. Et ça, c'est éminemment constructif. Ça a une forte puissance. Et l'incarner par 2 personnes différentes, en revanche, ce serait ne pas permettre d'avoir ce dialogue constant qui est vraiment, vraiment très, très utile. Bon. On peut imaginer, dans l'exemple que donnait Claire, par exemple, c'est quelqu'un qui représente très, 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 très fort les valeurs, qui les incarne, de lui déléguer un rôle de personne qui sans cesse rappelle les valeurs à tout le monde, y compris éventuellement à la source. Mais là encore, il y a quelque chose d'assez intéressant à dire que la source, elle s'occupe que d'entreprendre, que de guider et que d'être gardien, et pas de faire le boulot des autres à leur place. Moi, je trouve ça hyper riche. Et je vois tellement de managers qui sont totalement écartelés parce qu'ils font le boulot de n'importe lequel des membres de leur équipe, puis ensuite doivent être managers, etc., que je trouve ça extraordinairement fort de leur dire, attends, le boulot de production, entre guillemets, des états comptables, quand tu es responsable comptable, rien à foutre. Toi, ton travail, c'est ça. Alors évidemment, il faut que l'entreprise permette de le faire, mais c'est hyper efficace. Et un manager qui, en tant que source, se contenterait de manager, j'aimerais bien en voir beaucoup dans les entreprises, parce que j'en vois très peu, et en général, ils sont tous goulot étranglement et tous problématiques. Par contre, ce que je n'ai pas compris, Franck, c'est pourquoi, pour toi, ce n'est pas un leader. Enfin, pourquoi source n'est pas égal leader? Je n'ai pas saisi ça. Parce que le leader, en général, est une personne auquel on donne une injonction de savoir. Savoir comment il faut faire, savoir où il faut aller, savoir quelle est la prochaine colline à conquérir, pouvoir donner un avis à son équipe sur comment on doit le faire, etc. etc. Et qu'il n'y a pas du tout ça à l'intérieur du concept de source. C'est toi qui mets ça derrière le concept de leader. Moi, je ne le vois pas comme ça, par exemple. Oui, mais alors attends, quand je vais le dire comme ça, c'est parce que je te fais un résumé des 25 bouquins que j'ai lus sur le leadership. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand on fait une fiche avec Cyril sur les leaders mangeant dernier, le bouquin de Sinek, globalement, le poids que même Sinek met sur un leader, c'est la performance, elle dépend de la performance du leader, globalement. Okay, alors oui, il doit le faire intelligemment, en équipe, machin, etc. Quand Marquet, l'autre bouquin qu'on a commenté avec Jérôme, il dit « on est tous des leaders », il n'empêche qu'il dit derrière « si on se plante, c'est ma faute ». D'accord ? Tout le monde peut prendre des initiatives, mais si on se plante, c'est ma faute. Il n'y a pas du tout ça dans le concept de source. D'accord. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant de l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'un leader ne doit pas être une source, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour ça que je ne les associe pas. Il n'y a pas cette injonction, il n'y a pas cette pression, cette injonction de performance, de réussite. On ne dit pas à une source dans ce bouquin-là et dans la façon dont ils le mettent en œuvre apparemment dans la boîte de conseil de Merkelbach, là, le mec qui a écrit le bouquin rouge, il n'y a pas cette notion de
Et puis ton idée, elle doit déchirer, hein, et il y a intérêt à ce que ça marche, quoi. Enfin, alors que dans les bouquins de leadership, hein, typiquement les 2 derniers qu'on vous avait commentés, c'est quand même là, quelque part. Alors, je ne les oppose pas, je les dissocie. C'est peut-être ça. Oui, d'accord. Ouais, ce que je comprends. La notion de guide, où est-ce qu'on met la notion d'accompagnement? Tiens, je te suggère d'utiliser peut-être telle approche, telle méthodologie, telle manière d'avancer, etc. C'est dans la notion de guide, ça, ou c'est ailleurs? Je suggère d'avoir telle formation, parce que les gens ne savent pas forcément. C'est dans la notion de guide? Non. Enfin, je laisserai Claire répondre, parce que c'est une question qui me fait réfléchir. Alors, ma première chose, je dirais, c'est nulle part. Ça doit dépendre d'autres choses. C'est pas pris en compte par ça. C'est-à-dire que la notion de donner des conseils, d'avoir un avis, de faire bénéficier de son expérience, tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites par tout le monde, puisque tu mets tout le monde sur un principe d'équivalence ou d'équité. Et donc, ce n'est pas abordé comme étant l'une des responsabilités de la source. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas l'avoir en plus, mais c'est pas… On peut imaginer, avec le concept de source tel qu'il est expliqué et mis en œuvre là, on peut imaginer quelqu'un qui aurait une super bonne idée en ayant zéro, mais complètement zéro idée de comment s'y prendre derrière. Il va avoir du mal à guider. Moi, ce qui me vient par rapport à ça, c'est même ce que j'entends dans ce message. Enfin, ce qui me vient, c'est il peut même y avoir un risque du despote éclairé. C'est-à-dire que si je suis source, l'idée, c'est de ne pas oublier que ma parole a un impact particulièrement fort et que donc peut-être qu'en allant donner des conseils, j'ai la meilleure intention du monde de je veux soutenir la personne, mais ce qui va se passer concrètement, c'est que je lui envoie un message qui est qu'elle ne sait pas forcément assez bien faire ou ce qu'elle fait ne marche pas forcément. Et donc, pour moi, dans ces cas-là, il y a aussi la question de est-ce que la personne a sollicité ses conseils ou pas? Et si elle ne les a pas sollicités, il y a une forme d'ingérence qui vient. Et donc, potentiellement, je suis en train d'empiéter sur l'espace de la sous-source en ne lui permettant pas de trouver ses propres ressources à son rythme et à sa manière. Elle est fine, la ligne, je trouve, entre le despote tyrannique et le despote éclairé qui va mettre beaucoup de très belles intentions, de très jolis mots, de très bonnes couches, mais dont le résultat, au final, sera le même, à savoir, quelque part, castrer la personne qui prend des initiatives. Oui, mais c'est vraiment dans la manière de faire qu'on va castrer ou pas. Bien sûr. Pour moi, s'il n'y a pas eu de demande, pour moi, si la personne n'a pas demandé… Oui, mais la personne, elle ne sait pas que, tiens, il y a des manières de prioriser les trucs, tiens, qu'il y a des méthodologies qui sont extrêmement facilitantes. Si la personne ne sait pas que ça existe et qu'on attend qu'elle se plante, c'est peut-être dommage. Moi, alors, il y a quelqu'un qui a été hyper civilisé, qui a levé la main. Alors, je voudrais bien qu'on respecte ça. Il y a vous avez vu, j'ai fait des progrès. J'ai fait des progrès. Ah ouais, Francis, chapeau bas, vas-y. Ouais. Alors, moi, j'ai raté le début, hélas, mais je n'ai peut-être pas tout compris. Mais je viens d'entendre des phrases qui me font mal aux oreilles. L'idée que quelqu'un qui peut être la source d'une idée doit savoir comment il va faire l'idée sans s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Moi, je peux vous dire que des idées, j'en ponds assez régulièrement. Et qu'heureusement que souvent j'échange avec Emmanuel ou d'autres, parce que je n'ai ni l'idée de comment on va la monter, ni les méthodologies, ou ainsi de suite. Et ce n'est pas pour ça qu'en face, j'ai l'impression que j'ai un mec qui me casse. Ou même pas Emmanuel pour l'instant. Hein? J'essaye. Il essaye. Mais il y a Thierry Pollack aussi de l'autre côté, là, vous inquiétez pas, c'est tout. Mais donc, je suis un peu perturbé par ça, parce que je pense que là aussi… Mais tu fais une demande là, Francis, aussi, la différence avec ce qui a été dit. C'est ça. Alors que moi, je le préconise aussi, même s'il n'y a pas forcément la demande, si on ressent. Voilà. Attention, Francis, dans ce que tu dis j'ai une idée, donc je suis la source et je demande à des gens qui m'aident comment le faire. Très, très bien. C'est rien à dire là-dessus. C'est la question d'Emmanuel, telle que moi je l'ai compris, et il la reformulera si je me suis trompé. Mais la question d'Emmanuel, telle que j'ai compris, c'est est-ce que la source ne doit pas, parce qu'elle guide, dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent le faire, ou en tout cas proposer. Comme un mentor interne dans certains cas. Toute la manière de l'aborder est hyper majeure, effectivement. Mais du coup, il vaut peut-être mieux prendre une posture de coach que de mentor, pour faire émerger de l'autre son expression de besoin, si jamais il a un besoin.
S'il n'est pas manipulateur, oui. Il y avait Margot qui avait levé la main voulait aussi. poser une question. Margot. Merci. Déjà, merci Franck et Claire, parce que ça fait un moment que j'ai envie de lire le livre et vous m'avez convaincu qu'il fallait que je le lise. Bon, maintenant, il faut que je le trouve. Encore un à ajouter. Ce qui m'est venu là, c'était un peu de questionner est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont un peu présentés dans le livre en disant à un moment, j'ai été source et à un moment, je l'ai vraiment incarné et comment je ne passe pas dans le despote, justement, comme tu as pu l'évoquer, Claire. Mais ce que j'ai remarqué, alors jamais en parlant du concept de source, mais c'est souvent des leaders ou une personnalité qui incarne vraiment quelque chose dans un projet pendant longtemps et qui, à un moment, bascule. Et en fait, donc lui, il a l'impression de vivre encore pleinement son côté source, libéré, opale, ce qu'on veut. Et tout le reste de l'organisation, c'est pas le cas. Donc, je voulais savoir si ça avait été évoqué. Comment rester source et pas devenir despote rapidement. Non, dans le bouquin. Pour moi, j'aurais tendance à. Oui et non, en fait. Pour moi, il y a un côté où le système va se réguler. C'est-à-dire, si à un moment je suis trop despote, soit les gens vont commencer à partir, soit il n'y aura plus d'idées. Ces idées donc, rentrent dans ce qu'il appelle le champ, donc dans un système où il y a de la systémique. Et où si je tire dans un sens, il va y avoir des conséquences. Si je disparais, il y a un usurpateur qui va arriver parce que le système veut s'équilibrer. Donc, ça va devenir compliqué. Et à l'inverse, si je deviens despotique, ça va amener des conséquences, ça va amener de la tension, ça va amener des burn-out, ça va amener, voilà, il y aura des signes. Et après, je peux choisir de les écouter ou pas. Et c'est pour ça que dans le bouquin, il n'y a pas de règles pour traiter ce sujet-là. On considère que c'est organique, enfin c'est mon mot à moi, hein, c'est pas ce qui est dit dans le bouquin, mais que c'est suffisamment organique pour que les déséquilibres génèrent des réactions, des compensations. Je crois qu'il y a un exemple à un moment, alors je ne sais plus si c'est dans le livre ou si c'est dans une des vidéos que j'avais lues autour du livre, où il dit tout bêtement, s'il se comporte comme un despote longtemps, il n'y a plus personne à l'intérieur de son champ, et donc il continue tout seul, où il s'aperçoit quelque chose qu'il a raté, et donc il doit revenir une source différente et réessayer autrement. Je pense que ça, c'est… En fait, ce que j'aime assez, c'est que le concept de source est suffisamment light en termes de boîte à outils pour qu'il puisse se greffer sur quelque chose d'autre. J'ai vraiment envie aujourd'hui d'expérimenter le concept de source à l'intérieur d'un processus sociaux ou holacratiques. Ça me plairait beaucoup, parce que d'un côté, il y a le corpus de règles, et de l'autre côté, il y a cette notion de aider justement ceux qui doivent être leaders, premiers liens, etc., à être des sources. Et d'un autre côté, ce que j'aime aussi, c'est que comme il n'y a pas, comme c'est assez light en termes de règles, ça permet d'essayer de fonctionner en naturel. Mais alors là, attention, fonctionner en naturel, ça ne marche pas tout le temps et ça fait souffrir du monde quand ça ne marche pas, hein, on est bien d'accord. Hein, donc, c'est peut-être une des limites du concept de source tel qu'il est présenté là, c'est qu'attendre que le système se régule ou s'autorégule, ça casse beaucoup, enfin ça met beaucoup de coquilles d'œufs dans l'omelette, je crois. D'autant qu'on est sur des structures ouvertes, enfin, je veux dire… les gens partent, mais tu en as d'autres qui arrivent et ils ne savent pas que la personne elle peut être despotique, etc. Donc, ça peut durer longtemps. Enfin, ça peut ne jamais s'arrêter même. Ouais, mais je pense que… Enfin, il peut y avoir une réputation qui sort à un moment donné, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ça met combien de temps avant de sortir? Enfin, on le voit bien même sur des fois des affaires, on l'a vu en politique, des affaires d'attouchement, même ça met 10 ans avant de sortir. Donc, tu imagines un manager despote, ça peut durer 30 ans. Hein. Oui. Oui, et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ce livre, il s'inscrit dans un paradigme spécifique. Le paradigme qu'on va retrouver dans les livres de Laloux, qu'on va retrouver chez Marshall Rosenberg en communication non violente, etc. Et qu'aujourd'hui, notre société n'est pas dans ce paradigme-là. Donc, ça parle de comment les choses fonctionnent quand tout est aligné, quand tout va bien. Maintenant, on est aussi dans une société qui a des biais. Et effectivement, dans ces biais-là, par exemple, il y a plein de personnes qui ne savent pas dire non et qui ne savent pas dire stop. Et qui, donc, face à quelqu'un de despotique, vont pouvoir tirer la corde jusqu'au burn-out plutôt que de juste partir. Donc là, pour moi, on est plus sur des questions systémiques et sociétales
que sur des questions philosophiques liées au concept. Mais de toute façon, dans tous les cas, enfin, moi j'ai l'impression, une entreprise, quelle qu'elle soit, si sa source ou son leader, je ne sais pas, n'est pas à la hauteur, ne fait pas ce qu'il faut à un moment donné, ça va déraper, quoi. Il est quand même toujours majeur. C'est pas un remède. C'est Voilà. pas un remède. On est bien d'accord. Moi, je le vois soit il s'en rend compte et soit il se fait accompagner, soit à un moment donné, il va souffrir tellement par en dessous que peut-être il va disjoncter et que l'ensemble va disjoncter et peut-être ça va repartir ou pas, quoi. Je vois la source, en tant que consultant, je vois la source comme un moyen d'aider les leaders à vivre mieux leur rôle de leader. Ça, c'est pour moi un moyen véritablement inspirant et applicable à quasiment toutes les missions de leadership. Ça me semble intéressant. Après, tout basé dans un fonctionnement sur la logique de source, dans notre société actuelle, avec les gens avec lesquels on interagit, etc., je pense que je rejoins probablement Claire là-dessus, ça ne marchera pas parce que ça part de principes qui ne sont pas appliqués dans le monde dans lequel on est. Donc, c'est compliqué de ce point de vue-là. C'est compliqué de ce point de vue-là. Mais utiliser les concepts de source pour donner de la liberté et clarifier une partie du rôle de leader, ça me paraît être assez utile. Donc, sur un volet pédagogique, en fait. C'est un enjeu pédagogique. Oui, alors dans un premier temps, et puis après, dans une logique de quotidien. Passer à l'action. Oui, tout à fait, de passage à l'action. Mais d'abord, dans un premier temps, faire attention. Enfin, tu as peut-être plein d'injonctions dans ton rôle de leader que tu te mets, et est-ce que tu veux bien réfléchir à ça et voir ce que ça peut donner? Ça, je pense que c'est vraiment pas mal. Oui, décaler le regard. Est-ce qu'il y a encore une ou deux réactions aux questions? Il est 19h52, on termine plutôt maximum 20h. Maintenant, ça dépend. Si tout le monde veut rester, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a encore des réactions et des questions? Moi, j'ai trouvé… Éventuellement de personnes… J'allais dire peut-être éventuellement de personnes qui ont moins parlé pour l'instant. Oui. On peut aussi répartir un peu s'il y en a qui n'ont pas encore osé. C'est le moment. Pas qu'on n'a pas osé, c'est qu'on n'a pas eu le temps. Oui. Voilà, j'ai essayé d'être poli. Voilà, non. Vas-y. Donc, juste pour dire que moi, ça m'a donné envie de lire le livre. Voilà, je trouve ça intéressant. Et il y a des questions là qui ont été soulevées. Donc, ouais, voilà. Merci beaucoup déjà pour ça. Ça sera court. D'autres? Moi, j'allais juste dire merci pour cet échange et que j'ai trouvé riche. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand vous avez parlé du concept comment vous avez appelé ça? En gros, la personne qui prend un peu le rôle de la source alors qu'il n'a pas la… L'usurpateur. Voilà, l'usurpateur. Je trouve que c'est intéressant, là aussi, en termes de grille de lecture, de se dire qu'en fait… tu peux te retrouver des fois, en tout cas moi je me suis déjà retrouvée dans cette posture-là d'usurpateur parce que j'avais le sentiment que la source elle ne prenait pas tout son rôle. En revanche, comme je n'avais pas la légitimité, et on n'a pas dit ce mot-là, mais je pense que c'est ça qui est quand même derrière le sens de primauté, j'imagine que c'est derrière la question de la légitimité. Effectivement, ça ne s'est pas très bien passé. L'usurpateur, il souffre. Hein. Il souffre. Hein. Les quelques usurpateurs que j'ai vus en action, ils souffrent. Ils ne vivent pas bien leur décalage. Et en même temps, les révolutions, c'est par des usurpateurs, souvent. C'est ça. Pas forcément, ça peut être des personnes. Je ne suis pas forcément d'accord. Ça peut être des personnes qui ont canalisé quelque chose et qui ont mis en place un autre système, justement. L'usurpateur, c'est quelqu'un qui va venir à la place de ce qui existe déjà. Ouais. Et donc, c'est là que ça génère de la souffrance parce que je n'ai pas les moyens de me mettre en place puisque ce n'est pas mon rôle. Alors que quelqu'un qui va faire une révolution, c'est une personne qui, au contraire, porte une idée novatrice et extrêmement forte et va avoir l'énergie et les moyens de la mettre en place. Après, ça marchera ou pas, mais voilà, il y a quand même une nuance à cet endroit-là. Un révolutionnaire n'est pas un usurpateur, je pense.
L'usurpateur, c'est is no good pour ceux qui connaissent la BD. Hein, c'est celui qui veut être calife à la place du calife. Et on voit bien qu'il souffre, le pauvre gars. Hein, et je trouve que c'est un très, très bon exemple. Mais il y a eu coup d'État. Et après, voilà. Mais là où je suis d'accord avec toi, Emmanuel, c'est que la quasi-totalité des révolutions se font par des gens qui font partie de l'appareil. D'accord ? Ils sont à l'intérieur de l'environnement, ils en profitent. Et c'est ce qui leur donne la possibilité de. Elles sont rarement exogènes, les révolutions. Et donc, on peut imaginer que quelqu'un qui se soit retrouvé dans un rôle d'usurpateur, constatant qu'il n'a pas les moyens, alors que son intention est bonne, etc., décide d'éclater le château de cartes et de le redistribuer autrement. Mais en fait, là, en faisant ça, il va devenir source d'un autre projet. Oui. Ça peut être une source très inspirante très longtemps. Je l'ai vu, hein, vraiment, des gens et c'est ça qui est très beau dans le bouquin. Et qui ont transformé complètement l'entreprise. Et c'est ça qui est très, très beau dans le bouquin. Dans le bouquin, c'est dit plusieurs fois, quelque part, si tu es sous source, à un moment donné, tu voudras être source. J'exagère, hein, il y a plein de pages, et moi je le dis en une phrase, mais c'est intéressant de ce point de vue-là aussi de regarder comme ça. En fait, moi, ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est que ça amène la notion, ça enlève la dimension d'ego qu'il y a souvent dans des projets, et ça amène la dimension de se mettre au service à tous les échelons. Ça veut dire que la sous-source va se mettre au service de la source globale. Et donc, c'est plus une question de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai performé, non, c'est de dire est-ce que je suis au soutien de la personne qui a le courage de lancer un projet, ou est-ce que, au contraire, je viens mettre mon ego au milieu et donc, quelque part, je peux même devenir un problème dans le projet. Et la source globale, c'est vraiment ce côté de est-ce que le projet que j'amène vient être au soutien de la société dans laquelle je suis et comment je fais de mon mieux pour l'incarner. Et donc, il y a vraiment cette dimension où à chaque échelon, c'est plus la question de venir valoriser son ego, c'est plus la question de venir rajouter des galons ou autre, c'est vraiment la question de se mettre au service. Et c'est cette posture-là qui va amener de l'énergie et qui va amener des idées. Parce qu'en fait, ça me dépasse. Et c'est cette dimension-là qui n'a pas été très présente dans les slides, mais qui est dans le livre, et encore plus dans le livre qui est en anglais, c'est ça me dépasse. C'est pas juste moi qui ai des idées, les idées ne m'appartiennent pas, elles viennent me rendre visite, je les incarne et c'est plus grand que moi. Et ça ne peut arriver que quand je suis dans cette posture de service. Sinon, je suis en train de me faire des nœuds au cerveau parce que je reste dans mon carcan, dans ma vision, dans mon ego quelque part, et donc je ne peux pas avoir accès à toutes les informations. Bon. Je me permets juste de Delphine. remercier. Merci pour vos interventions, c'était très intéressant. Et je note là, surtout cette dernière intervention, un grand parallèle avec ma pratique. Donc, je trouve ça très chouette d'entendre que ça potentiellement évolue dans les attentes des entreprises. Voilà, voir plus grand et plus grand que soi. C'est très beau. Cool. Merci. Prochain domaine d'entreprise, c'est Eric ici présent qui va nous présenter la spirale dynamique. C'est, je ne sais plus, le 22, c'est 22 septembre, c'est ça. Voilà. Donc, de toute façon, vous aurez une invitation. Il y aura la visio de ce qu'on a fait qui sera mise dans le site ZHE Lab que vous pourrez revoir. Et ça sera mis aussi sous forme de podcast, comme la préconisation du dernier KISS qu'on a fait le mois d'avant. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Claire et merci beaucoup Franck. Merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu, posé des questions, voilà, vos interrogations. Et puis au plaisir de se revoir une prochaine fois. Allez, bonne soirée. Merci, belle soirée tout le monde. Oui, bonne soirée.